Bonjour à toutes et tous. Mathieu Carrette, donc je travaille sur le projet de parc éolien en mer des Îles-Dieu et de Noirmoutier en tant que responsable des relations locales. Donc avant tout, effectivement, on est fier d'être aux côtés de Respect Océan en tant que mécène. Voilà, c'est quelque chose qui nous tenait aussi à cœur et on est fier de ce soutien qu'on peut apporter. Juste également 3 mots avant d'enchaîner sur la présentation pour vous donner un peu le cadre. On va parler donc à deux voix et donc je laisserai se présenter ma collègue également juste après. Et donc on va présenter aussi bien le projet de Dieppe-le-Tréport que le projet des Îles-Dieu et de Noirmoutier à travers quelques grandes caractéristiques et chiffres clés. Et on fera également deux petits zooms d'un côté et de l'autre pour vous illustrer des actions qu'on peut faire sur les territoires. Maud, je te passe la parole. Merci Mathieu, merci Aurélie. Donc je suis Maud Arribé, je suis également responsable des relations locales, mais pour le projet de parc éolien en mer au large de Dieppe et du Tréport. Alors on va démarrer cette présentation avec quelques éléments concernant le contexte de l'éolien en mer en Europe. Donc c'est une énergie qui existe déjà depuis une trentaine d'années en Europe. Donc ce n'est pas une nouvelle énergie et elle est donc bien mature. Le premier parc éolien en mer a été installé en 91 au Danemark. C'était le parc de Vindeby et il a été depuis démantelé en 2017 après 26 ans 26 années d'exploitation. C'est donc également une énergie à l'heure actuelle qu'on sait démanteler. La majorité des parcs en Europe sont installés soit en mer du Nord, soit en mer Baltique. Et pour autant, le grand champion de l'éolien en mer, c'est le Royaume-Uni, puisqu'au Royaume-Uni, on compte presque 2000 éoliennes installées, et ça correspond quasiment à la moitié du nombre d'éoliennes installées en Europe. Ces presque 2000 éoliennes, elles fournissent d'ailleurs, ou en tout cas elles couvrent les besoins de quasiment 10% de la consommation électrique du pays. Donc 10% de la consommation qui est couverte uniquement en éolien en mer. Les 4500 éoliennes en mer européennes qui étaient installées fin 2018. Donc il y en avait 4543. Et selon les hypothèses, on estime qu'à l'horizon 2030, ces éoliennes pourraient couvrir la production électrique européenne à hauteur de 11,3%. Je vais laisser la parole à mon collègue Mathieu qui va vous évoquer le contexte français. Oui, après voilà ce petit scope européen effectivement. Qu'en est-il de la France? Donc là, vous avez l'illustration des différents projets qui sont actuellement en cours de développement en France, à différents stades les uns et les autres. Sur cette carte, on retrouve aussi bien les différents parcs concernés par les trois appels d'offres qu'il y a pu avoir sur de l'éolien posé. Et également sont cartographiés les projets de fermes pilotes d'éoliennes flottantes. Alors, bien sûr, en France, on a la deuxième surface maritime au monde, donc on a un intérêt d'aller vers le développement de cette énergie éolienne. Et un des atouts, c'est également le fait que cette énergie est inépuisable, l'énergie du vent. Donc on aurait tort de se priver de ne pas l'utiliser. Et l'aspect maritime a un intérêt comparé au terrestre, puisque on a une plus grande production d'électricité quand on est en mer comparé à des éoliennes terrestres. Aujourd'hui, en ce qui concerne les objectifs et qui ont été encore tout récemment actés dans la PPE ces derniers jours, sont de 2400 mégawatts à l'horizon 2023. Voilà, à travers les projets en cours des différents appels d'offres passés et l'éolien flottant. Et l'horizon un peu plus lointain en 2028, c'est un objectif entre 5 et 6 gigawatts d'installés à cet horizon 2028. Donc voilà pour ce qui est du contexte un petit peu européen français.
pour aller plus spécifiquement sur nos projets. Les deux projets, donc de Dieppe-le-Tréport et Yonne-Noirmoutier, sont portés par le même consortium, composé donc de 4 actionnaires différents. On retrouve dans ces 4 actionnaires Engie, donc voilà, un groupe international que je ne présente pas forcément. On a également EDP Renouvelable, donc un énergéticien portugais. On a Sumitomo Corporation, qui est un conglomérat japonais, présent à travers le monde entier dans le secteur de l'énergie. Et on a également le groupe Caisse des dépôts, qui est présent à hauteur de 10% dans notre actionnariat. À noter que le fournisseur de nos turbines, de nos éoliennes, c'est Siemens Gamesa, donc voilà, une coentreprise dédiée à l'éolien et qui nous fournira les éoliennes de 8 MW sur nos deux projets. Je viens plus précisément sur les caractéristiques du projet Yonne-Noirmoutier. Donc il est composé de 62 éoliennes, donc 62 éoliennes de 8 MW comme je l'évoquais juste avant, ce qui nous donne une puissance totale donc de 496 MW. Géographiquement, on se situe donc au nord-ouest de la Vendée, au large des îles-Dieu et de Noirmoutier. Donc on est plus précisément à 11,7 km pour l'éolienne la plus au sud, donc qui est l'éolienne la plus près de l'île-Dieu, et 16,5 km de l'endroit le plus près sur l'île de Noirmoutier, une vingtaine de kilomètres de la frange plutôt continentale de ce nord-ouest de la Vendée. Pour vous donner un ordre d'idée, la comparaison qu'on peut faire vis-à-vis de la production estimée pour ce parc, c'est la consommation de près de 800 000 personnes en électricité. Et donc, à l'échelle locale, on peut assez aisément le comparer à plus que la population vendéenne, voilà, puisque ça tourne plus aux alentours de 650-700 000 personnes. Donc, on est voilà, au-delà de cette population vendéenne. Et une petite caractéristique supplémentaire en termes d'occupation de l'espace, on a effectivement une surface totale de 83 km². Par contre, les éoliennes, les unes entre les autres, sont espacées d'au moins 1 kilomètre, puisque on a 1 kilomètre entre chaque ligne et plutôt 1600 mètres entre chaque éolienne au sein d'une même ligne. Maud, je te repasse la parole pour le petit zoom côté Tréport. Donc, concernant le parc de Dieppe-le-Tréport, on a globalement les mêmes caractéristiques techniques que celui de Yonne-Noirmoutier. Néanmoins, c'est un parc qui est situé à 17 km de Dieppe et à 15,5 km du Tréport pour un raccordement prévu à côté de la centrale nucléaire de Penly. C'est une zone en fait qui regroupe un peu plus de ressources en vent que le projet d'île de Noirmoutier, puisqu'il permettra d'alimenter 850 000 personnes, donc ce qui correspond grosso modo aux 2 tiers de la population de la Seine-Maritime, par exemple, ou à l'équivalent de la consommation d'une ville comme Marseille. En termes de schéma d'implantation, donc le parc est étalé sur une surface de 82,4 km², avec des éoliennes espacées de 1100 à 1300 mètres. Et donc, on est toujours sur des éoliennes de 8 MW et 62 éoliennes. Je vais passer à la présentation du calendrier des projets. Nous avons été lauréats du 2e appel d'offres de l'État pour l'éolien en mer en 2014. Et depuis, nous avons passé ce qu'on appelle une phase de développement, lors de laquelle on a dû mener un certain nombre d'études, notamment une étude d'impact sur l'environnement, qui était la pièce maîtresse de notre dossier de demande d'autorisation administrative. On a également mené un certain nombre d'études techniques, donc études de sol, études de vent, etc. Et également toute une série d'actions de concertation pour vraiment affiner les modalités du projet, des projets avec les territoires. Le projet des îles de Noirmoutier a obtenu ses autorisations administratives en octobre 2018, celui de Dieppe-le-Tréport en février 2019, et depuis, nous sommes passés à une phase de préparation de la construction. Donc, pendant cette phase de préparation de la construction, on doit mener un certain nombre d'études de détail, donc notamment des campagnes en mer, des études de modélisation un peu plus poussées, des études de design.
On doit également mener ce qu'on appelle un état de référence, qui est en fait un état de la ressource biologique et marine sur la zone du parc avant la construction, qui permet en fait de mesurer très finement les impacts du parc. On doit également mettre en place toute la chaîne de sous-traitance du parc. C'est notamment pendant cette période-là qu'on va signer les contrats pour la sous-traitance des principaux éléments du parc. Et ensuite, suite à cette phase-là, on entamera la phase de construction avec d'abord la fabrication des éléments de tous les composants du parc, puis les travaux en mer, donc l'installation. On enchaînera ensuite avec la phase d'exploitation et de maintenance à partir de 2023. Cette phase-là devrait durer entre 25 et 30 ans en fonction de l'état d'usure des éléments du parc, puis un démantèlement ou un renouvellement de la concession à l'issue de cette phase d'exploitation. Il faut savoir que l'éolien en mer est une des rares énergies où dès l'appel d'offres de l'État, on doit prévoir un budget dédié au démantèlement du parc. Je vais passer ensuite sur un des deux focus qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Le mien va porter sur la filière industrielle de l'éolien en mer, puisque un des objectifs de l'État en lançant ces projets de parc éolien en mer, c'était de mettre en place une filière industrielle française dédiée. Donc pour nos deux parcs, on estime une création de 750 emplois, notamment pour la fabrication et l'assemblage des éoliennes par Siemens Gamesa, qui va construire une usine au Havre spécifiquement dédiée à ces activités-là. Et on estime à 750 emplois mobilisés pour la fabrication des autres éléments du parc, notamment la partie fondation, les câbles interéoliennes et la sous-station électrique en mer, ainsi que l'installation. En fait, ces éléments-là vont vraiment représenter des opportunités pour les entreprises françaises. Et donc, chez nous, on a des personnes dédiées qui sont chargées à la fois d'identifier, puis d'aller rencontrer des entreprises qui peuvent être concernées ou intéressées par ces nouveaux marchés-là. Voilà, pour déjà les informer des appels d'offres qui vont être lancés soit par nos sous-traitants de rang 1 ou nos sous-traitants de rang 2, mais également les informer de toutes les compétences et de tous les labels qui sont nécessaires pour pouvoir travailler dans le domaine de l'éolien en mer. Puisqu'actuellement, je le rappelle, il n'y a pas de parc éolien en mer en France. C'est également une démarche qui est réalisée également par Siemens Gamesa pour ses usines du Havre. Et donc, notamment, Siemens Gamesa a déjà identifié plus de 800 entreprises françaises qui pourraient intervenir dans la chaîne de valeur. De notre côté, pour EMDT, donc Dieppe Le Tréport, on a déjà travaillé avec 60 entreprises de la Seine-Maritime et de la Somme, donc uniquement pour les phases de développement et de préparation de la construction. Et côté Île-Dieu, Noirmoutier, il y a déjà 46 entreprises qui ont été mobilisées, dont 23 entreprises vendéennes, donc vraiment locales. Donc ça, c'est pour la partie sous-traitance locale. Il y a aussi toute la partie métier, puisque la création d'une nouvelle filière, c'est aussi la création de métiers qui n'existent pas forcément encore en France. Donc pendant la phase de développement et encore actuellement, on a environ 70 personnes qui travaillent sur nos deux projets. Donc c'est déjà assez conséquent. Et on retrouve des métiers, plutôt des métiers de cadre qui sont soit techniques, donc ça peut être des ingénieurs qui travaillent sur la structure des éoliennes, sur la mécanique, sur l'électricité aussi. On a également des chargés d'études techniques, des personnes qui s'occupent des études de vent, qui essaient d'évaluer le plus finement possible la ressource en vent et donc la production que le parc aura pendant ces années d'exploitation. On a aussi des métiers plus liés à l'environnement. Donc, on a des biologistes marins, des chargés d'études environnement qui sont soit intervenus pendant la phase de demande d'autorisation, soit qui vont intervenir dans les suivis des mesures éviter, réduire, compenser pour notre parc. On a également des fonctions plutôt liées aux relations extérieures, donc qui sont à l'interface entre le projet et les territoires. Et enfin, on a toutes les fonctions support, que ce soit juridique, achat, financier, etc.
Pendant les phases de construction et d'exploitation, on va avoir des métiers un petit peu différents. On peut passer sur la diapositive suivante. Là, j'ai pris l'exemple du projet de Dieppe-le-Tréport, mais c'est évidemment un petit peu différent côté Île-Dieu-Noirmoutier. Donc, pour le projet de Dieppe-le-Tréport, la création de l'usine Siemens Gamesa va apporter un certain nombre de nouveaux métiers. Donc, pour la partie usine, on va avoir une majorité des emplois qui seront pour la fabrication des pales, donc environ les 2 tiers. Et là, on aura besoin de métiers tels que, donc ça peut être des soudeurs, des chaudronniers, des personnes qui ont des compétences en plasturgie, par exemple, pour les pales. Ça peut être également des charpentiers, mais il y a aussi une série de métiers liés à la logistique et à la maintenance, notamment pour la fabrication et la pose des fondations. Et pour la partie exploitation et maintenance, on va avoir 2 localisations d'activité pour le parc de Dieppe-le-Tréport. Une base de maintenance à Dieppe avec la totalité des opérations maritimes. Et c'est notamment là qu'on va retrouver les techniciens de maintenance qui vont intervenir directement sur les machines. Alors les techniciens de maintenance, ça sera certainement des personnes qui auront déjà un petit peu d'expérience en éolien terrestre et qui voudront se reconvertir en éolien offshore. Au Tréport, on aura plutôt la partie exploitation avec plutôt un travail de bureau et des personnes qui analyseront vraiment en temps réel toutes les données qui seront récoltées sur les machines. Donc vous voyez à droite un schéma de la base de maintenance de Dieppe et à gauche une simulation visuelle de l'usine du Havre de Siemens Gamesa. Donc là, on vous a représenté la composition des emplois à la fois en phase de construction et en phase d'exploitation de maintenance. Et donc en phase d'exploitation maintenance, on aura une centaine d'emplois locaux qui seront donc basés soit à Dieppe, soit au Tréport. Je vais donc passer la parole à Mathieu qui va vous faire un focus sur Yeux-Normoutier. Tout à fait. Merci Maud. Effectivement, et le focus qu'on a souhaité faire côté Lyon-Noirmoutier, c'est sur une campagne de financement participatif que nous avons mis en œuvre il y a un an tout juste. Effectivement, le financement participatif c'est un sujet qui avait été évoqué assez tôt dans le projet, puisque dès le débat public qui s'est déroulé en 2015, voilà, l'idée avait émergé. Elle a été également reprise dans l'enquête publique qui s'est déroulée en 2018, et donc on a en 2019 lancé cette campagne avec la plateforme Enerfip, et on a pu ainsi récolter 1 million d'euros au travers de 903 éco-participants de notre côté. Il faut savoir que cette démarche de financement participatif a également été faite côté du parc Dieppe-le-Tréport, et il y a également 1 million d'euros qui ont été récoltés de ce côté-là également. En ce qui concerne Lyon-Noirmoutier, on a eu 3 phases différentes pour la collecte qui avaient pour but de donner le privilège au territoire, à la proximité vis-à-vis du projet. Donc c'est pour ça que la première phase, c'était voilà, les personnes vendéennes, alors habitants principal ou résidents secondaires en Vendée, qui pouvaient effectivement participer, puis à l'échelon régional, et enfin à l'échelon national. C'est un peu voilà le phasage qui est évoqué en illustration sur la diapositive. Et ce financement participatif, nous avons souhaité le flécher vers la campagne de recherche archéologique sous-marine que nous devions mener dans le cadre de notre projet. En effet, il est nécessaire avant tout démarrage de travaux, de vérifier qu'il n'y a pas de vestiges sur le fond de la mer. Et donc c'est avec le DRASM, donc le département de recherche archéologique subaquatique et sous-marine, que cette campagne de recherche se déroule, s'est déroulée sur notre parc l'été dernier. Et donc c'est un des moyens du DRASM, là, le navire André Malraux, qui s'est déplacé sur la zone du parc et qui a regardé, vérifié s'il y avait certains intérêts archéologiques sur les fonds marins.
Et en effet, il y a différents objets qui ont été trouvés, dont une encre, voilà qui est illustrée ici. Donc une encre dite moderne, voilà, qui est du coup datée du XVIe ou XVIIe siècle, qui est effectivement proche, voilà, d'une implantation d'éoliennes que nous avons prévue. Et donc l'idée, ce sera de remonter cette encre, voilà, dans les prochains mois, années, avant en tout cas que nous arrivions pour les travaux, pour pouvoir ensuite la restaurer et la valoriser sur le territoire, voilà, avec un lieu bien sûr à décider, à concerter. Mais voilà, c'est une démarche que nous avons pu avoir de lier ce financement participatif avec cette recherche archéologique pouvant derrière valoriser les éléments qui allaient pu être trouvés sur le site. Donc voilà pour ce petit zoom côté Yonne-Moutier. Merci beaucoup, donc Maud et Mathieu, pour cette présentation. Donc, comment expliquer le retard de la France dans le déploiement des éoliennes en mer? Alors sans présumer des stratégies et des politiques françaises, il nous semble que ce retard, il fait écho aussi à un retard global dans le déploiement des énergies renouvelables en général par rapport aux autres pays européens. On a moins, quand on regarde par exemple le taux de production des énergies renouvelables dans notre production globale, il est beaucoup moins important par exemple qu'en Allemagne ou qu'en Espagne. Après, on peut peut-être évoquer le contexte administratif et législatif, puisque c'est des projets qui n'existent pas encore et de ce fait, c'est des processus administratifs qui sont assez nouveaux, donc qui sont peut-être un peu plus lents qu'à l'étranger, là où il y a beaucoup plus d'expérience. Et c'est peut-être aussi des choix stratégiques différents et des engagements un peu plus tardifs dans les énergies marines renouvelables. Voilà ce qu'on peut dire. Je ne sais pas, Mathieu, si tu veux compléter, mais Oh, non, j'ai pas d'éléments supplémentaires. Tu as bien résumé la chose. Merci beaucoup. Donc, on a une question un peu technique qui est la suivante. À quoi correspondent les espaces vides dans les périmètres? Il me semble que ça correspondait plutôt à la présentation de Maud. alors je pense qu'on l'a évoqué tous les deux avec Mathieu. Alors en tout cas côté Dieppe le Tréport, il y a des espaces qui ont été dans lesquels on a choisi de ne pas implanter d'éoliennes pour deux raisons, soit parce qu'il s'agit d'espaces avec à fort enjeu environnemental, notamment il y a une partie au sud du parc qui est composée de dunes hydrauliques et c'est en fait des endroits où on constate des reproductions de poissons. Il y a aussi certains endroits qu'on a choisi d'éviter parce que ça permettait de moins impacter les activités de pêche. Donc c'est des endroits où on a constaté un trafic assez important, par exemple. Donc là, au sud du parc, vous avez ce qu'on appelle la zone du creux. Je pense que c'est la même chose pour Noirmoutier. Effectivement, je rebondis, mais on a une zone plutôt à l'ouest du parc, nous qui est plutôt qui est libérée. Alors effectivement, sur les différentes cartes, il est bon de préciser que l'espèce de quadrilatère tout autour des zones était la zone de l'appel d'offres. Et donc effectivement, après, nous on a inscrit notre schéma d'implantation à l'intérieur de ça et côté Yonne-Moutier, il y a effectivement aussi une zone un peu libérée sur l'ouest du parc pour justement l'aspect pêche professionnelle. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, on a une question un peu générale qui dépasse un peu, je pense, le cadre de vos simples projets, mais qui est valable pour tous les projets d'éoliennes en mer, puisque vous avez parlé donc de démantèlement des parcs et la personne qui a posé la question se demande en quoi, du coup, c'est durable s'il y a déjà des démantèlements prévus. Effectivement, c'est assez naturel de se poser cette question-là. Après, il y a différents paramètres. D'une, on s'inscrit donc dans un appel d'offres, on demande des autorisations pour une certaine durée d'occupation en fait de l'espace public maritime. Et donc du coup, bah, on se doit de libérer cette espèce à la fin
voilà, de notre autorisation qui est de 40 ans sur notre voilà sur nos parcs. C'est 40 ans la durée de voilà qu'on demande d'occupation de l'espace public maritime. Après, il est important de noter que bah, les éléments comme voilà comme tout élément comme une voilà comme une voiture, on peut faire toute une maintenance. Au bout d'un certain temps, il y a la voilà la durée de vie. Ça sert à rien de pousser encore les éléments encore plus loin. Donc effectivement, à ce moment-là, on opère un démantèlement pour redonner au site son aspect naturel et tel qu'il était avant qu'on fasse le projet. Peut-être pour compléter ce qu'a dit Mathieu, contrairement par exemple à un parc éolien terrestre où on s'inscrit sur un terrain qui appartient à quelqu'un, le domaine public maritime, en fait, ça n'appartient à personne. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une autorisation qui est temporaire, enfin, temporaire long terme, hein, puisqu'on parle de 40 ans, comme le disait Mathieu. Mais n'empêche, ça n'appartient à personne. Merci beaucoup. Donc, on va passer à un autre domaine. Donc, encore des questions peut-être un peu plus techniques. Quels compartiments biologiques sont concernés par l'état de référence? Alors en fait, tous les compartiments biologiques. Donc on parle à la fois du benthos, des espèces pélagiques et de la ressource halieutique, des mammifères marins, des oiseaux marins et même des chauves-souris. Donc cet état de référence, il se veut le plus exhaustif possible. D'accord. Et justement, une autre question au sujet donc des oiseaux migrateurs et de ce que vous avez évoqué au niveau des mesures éviter, réduire, compenser. Donc, comment les oiseaux migrateurs sont-ils protégés des éventuels chocs ou du barotraumatisme? Je sais que vous avez mis en place des mesures un peu qui vont au-delà de la législation pour justement protéger les oiseaux. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Alors sur ces effectivement sur toutes ces mesures, c'est ce que voilà c'est ce qu'on appelle l'ensemble des mesures éviter, réduire, compenser et suivre d'ailleurs, hein. C'est important de noter qu'on a aussi des mesures de suivi par rapport à par rapport à effectivement les différentes mesures de compensation qu'on pourra mettre en œuvre. Alors différentes mesures dès la genèse du parc ont été prises pour justement éviter le plus possible l'impact vis-à-vis là, notamment de la vie-faune, puisqu'on parle des oiseaux migrateurs, en essayant de respecter justement les couloirs de migration qu'il peut y avoir sur les zones et donc du coup limiter l'impact qu'on pourra avoir sur les espèces. Après, on a également voilà l'espacement entre nos éoliennes qui permet aussi de diminuer l'impact sur ces espèces-là, puisqu'elles peuvent circuler du coup à l'intérieur des parcs. Je vois ça comme effectivement des éléments qu'on peut apporter pour éclairer cette question. Merci. Donc une question un peu plus générale, encore une fois. Quels sont les éléments de fragilité et de vieillissement d'une éolienne? Les éléments de fragilité, j'ai entendu effectivement de fragilité, de vieillissement. Bah, avant tout, en fait, c'est le fait qu'on est dans un milieu maritime, donc c'est tout l'aspect effectivement corrosion. Donc c'est la protection. Alors ça passe avant tout lors de la fabrication et après dans la phase de maintenance sur voilà, la protection qu'on met sur nos éoliennes. Donc il y a différents éléments. Il y a ce qui est hors de l'eau et donc effectivement ce qui est hors de l'eau avec le fait que le mât de l'éolienne va être voilà peint pour avec des peintures voilà résistantes à l'agression entre guillemets de ce milieu maritime. Et on a également à l'intérieur de la nacelle cette fois-ci un système de surpression de l'air pour que il n'y ait pas justement de corrosion qui se produise sur les différents éléments à l'intérieur même de la nacelle. Donc on a cette protection qui est aussi opérée. Et sur l'aspect fondation, on protège les fondations grâce à voilà, des systèmes d'anodes sur nos fondations pour éviter qu'elles soient justement trop rapidement attaquées et qu'elles soient qu'on voilà, qu'on vérifie qu'elles vont tenir dans le temps et tenir tout le temps de notre projet.
Merci. Donc, on va poser une toute dernière question pour ne pas dépasser trop le temps imparti pour ce webinaire. Et on va changer de registre de questions. Donc, avez-vous une idée de la pérennité des emplois annoncés et la date de démarrage des emplois, leur durée, les secteurs, enfin voilà, parler un petit peu des ressources humaines liées au projet. Alors concernant les emplois au Havre, alors effectivement, étant donné que Siemens Gamesa investit quand même assez massivement dans la construction d'usines, on peut espérer que ce sera quand même des emplois pérennes. Après, on peut pas vraiment se prononcer pour leur plan de charge, mais ils vont devoir fournir 5 des 6 parcs français, ce qui est quand même assez conséquent. Pour les 750 autres emplois, ça dépendra en fait des entreprises qui seront sélectionnées et de la vigueur de la filière éolienne en mer. Mais on est plutôt confiant, hein, puisque la filière est assez croissante dans tous les pays qui cherchent à verdir leur énergie. Merci à Très tous. bien. On remercie donc les participants et Maude et Mathieu pour la présentation d'aujourd'hui.